Elle n'a pas travaillé un seul jour depuis l'université et maintenant elle vole sa propre mère décédée. C'est ce que mon père a dit sous serment à un jury de 9 personnes qui le connaissaient depuis avant ma naissance. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas tourné la tête. J'ai pris une gorgée de la tasse en plastique remplie d'eau devant moi. Métallique tiède, le genre d'eau qui a le goût de tuyau rouillant depuis que le palais de justice a été construit en 1974. Et je l'ai reposée sur la balustrade en bois sans un bruit. Je m'appelle Elena Vance. J'ai 41 ans. Et il y a 9 secondes j'étais assise dans le box des témoins à la Fairfax County Circuit Court écoutant mon père décrire une femme que je reconnaissais à peine. Maintenant je le regarde agiter un dossier manie devant le jury comme s'il s'agissait d'un drapeau de guerre. Son visage de la couleur de la poussière de briques, sa voix remplissant chaque coin d'une pièce qui sent le vieux bois et l'eau de Cologne bon marché. Il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe scellée qui se trouve dans la mallette de mon avocat. Pas encore. J'ai appris à mes dépens que dans la famille Vance le silence n'était jamais perçu comme une discipline. Il était perçu comme de la culpabilité. Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre famille? Comme s'ils vous regardaient droit dans les yeux mais ne voyaient que la version de vous qu'ils avaient inventée? Faites-moi part de votre histoire dans les commentaires. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis resté assise, mon dos rigidement appuyé contre le dossier dur de la chaise des témoins, regardant Robert Vance démanteler 20 ans de ma vie avec l'aisance rodée d'un homme à qui on n'avait jamais dit qu'il avait tort. Il n'était pas seulement mon père. Dans sa tête il était le roi de ce comté. C'était l'homme qui a dirigé le conseil local pendant 3 décennies. L'homme dont l'opinion déterminait quelle route serait pavée et quelle famille était respectable. Et pour lui j'étais la fille qui s'était enfuie. La fille qui avait choisi un emploi de bureau générique à Washington DC plutôt que l'héritage de la terre familiale. C'est un fantôme, a dit Robert au jury, sa voix résonnant de cette fausse autorité qu'il utilisait pour dominer les dîners du dimanche. Demandez à n'importe qui dans notre ville. Demandez aux voisins. Elena n'a pas été vue depuis 15 ans. Elle dit qu'elle travaille pour un groupe de logistique mais il n'y a pas de bureau. Il n'y a pas de site web. Mes enquêteurs n'ont trouvé qu'un espace vide là où une carrière devrait être. Elle a passé sa vie à vivre des miettes que sa mère lui jetait. Et maintenant que ma femme est partie, elle veut nous saigner à blanc. J'ai regardé ma sœur Ashley assise dans la galerie. Elle avait 7 ans de moins, portant un cardigan de créateur que je savais avoir payé via un fonds de cadeaux discret il y a 3 ans. Elle gardait les yeux rivés sur ses genoux, jouant parfaitement le rôle de la sœur en deuil et trahie. Robert lui avait murmuré à l'oreille pendant des mois, lui alimentant le récit que j'étais un parasite, et elle l'avait avalé tout entière, ou du moins la version qui venait avec une plus grande part de l'héritage. À l'intérieur de moi la colère n'était pas chaude. Elle était clinique. C'était la même concentration froide et détachée que j'utilisais lorsque je coordonnais des équipes d'extraction en territoire hostile. J'ai regardé le mur du fond de la salle d'audience et j'ai réalisé qu'il m'avait vraiment effacé. À la ferme, Robert avait mené un nettoyage systématique. Il avait envoyé des lettres à toutes les personnes que nous connaissions, le pasteur, le propriétaire de la quincaillerie, le conseiller municipal, affirmant que j'étais une invitée professionnelle qui refusait de grandir. Je me suis souvenu de la dernière fois où je me suis tenu dans cette maison. Juste après les funérailles, je suis entré dans le couloir pour trouver l'endroit où mes honneurs universitaires et mon portrait de commissionnement du ROTC pendaient autrefois. Il n'y avait rien là qu'une zone décolorée de papier peint et un calendrier bon marché d'un concessionnaire de tracteurs local. C'était comme si j'étais une phase qu'il avait dépassée et jetée. C'est le fossé de validation, cette douleur sourde quand les gens qui vous ont élevé décident que votre valeur est nulle parce qu'ils ne peuvent pas voir le pouvoir que vous détenez. Mademoiselle Vance, l'avocat de Robert Gerald Davis, s'est approché de moi avec un sourire narquois. Pouvez-vous fournir à ce tribunal une seule preuve vérifiable que vous avez occupé un emploi rémunéré à un moment quelconque au cours de la dernière décennie? Une fiche de paie, une déclaration d'impôt, quelque chose qui n'est pas une ombre? Je l'ai regardé, puis mon père. Robert était adossé, les bras croisés, un air de satisfaction suffisante sur le visage. Il pensait m'avoir piégé dans un monde de pistes documentaires et de registres publics. Je travaille dans l'analyse des opérations, et je dis. Ma voix était posée et dangereusement silencieuse. Mes clients apprécient la discrétion. Les dossiers existent, mais votre manque d'accès à ceux-ci n'est pas mon échec. C'est votre limitation. Robert a poussé un rire bref et moqueur qui a résonné sur les murs lambrissés de bois. Discrétion? Vous étiez une pousseuse de papier, Elena. Une simple employée.
N'essayez pas d'habiller votre paresse de grands mots. J'ai senti l'épingle phénix argentée pressée contre ma poitrine. Il n'avait aucune idée que pendant qu'il se plaignait du prix de la nourriture au restaurant, j'étais assise dans des pièces sans fenêtre à l'anglais prenant des décisions qui modifiaient les frontières des nations. J'avais passé 15 ans dans l'ombre acceptant leurs insultes et leur pitié parce que l'alternative était une atteinte à la sécurité nationale. Mais aujourd'hui le silence était sur le point de prendre fin. Robert était assis là avec un sourire narquois qui me donnait des frissons. Pour lui ma vie était un bilan vierge. Pour lui le fait que je n'étais pas visible signifiait que je n'existais pas. Il croyait sincèrement que le succès d'une femme se mesurait à la façon dont elle servait l'héritage d'un homme ou à la force de sa voix lors d'une réunion publique. Le coup du silence, et je pensais en ajustant ma posture dans le box des témoins. C'est l'expression que nous utilisons à l'agence. C'est le prix à payer pour être le bouclier. Quand vous êtes bon dans ce que je fais, personne ne connaît votre nom. Vous n'avez pas de parade. Vous n'avez pas de plaque. Vous avez une pièce grise et une ligne sécurisée. Et parfois vous avez une famille qui pense que vous êtes un échec parce que vous ne pouvez pas leur montrer un trophée brillant. Ils n'avaient aucune idée que pendant 15 ans j'avais été l'architecte silencieux de leur confort. Lorsque le système d'irrigation de la ferme laitière a échoué en 2018 et que Robert faisait face à une perte à 6 chiffres, il a pensé avoir eu un coup de chance avec une subvention agricole privée. Ce n'était pas de la chance. C'était 136 000 $ de ma solde de combat acheminée via 3 sociétés écrans que j'avais créées juste pour qu'il n'ait pas à ressentir la honte de prendre de l'argent d'une fille qu'il avait déjà rayée de sa vie. J'ai payé le master d'Ashley sous le couvert d'une bourse d'anciens élèves anonymes. J'ai payé les traitements expérimentaux de ma mère lorsque la compagnie d'assurance a fait faillite. J'étais le fantôme dans leur compte bancaire, la main invisible empêchant leur monde de s'effondrer. Et pourtant les voici utilisant le secret même que je maintenais pour les protéger comme une arme pour me détruire. Dites-nous Elena, Gérald Davis s'est penché, son souffle sentant le café rassis et la confiance imméritée. Puisque vous avez tant de succès dans ce mystérieux bureau, pourquoi votre mère a-t-elle ressenti le besoin d'inclure une clause d'emploi active dans son fonds fiduciaire? Est-ce parce qu'elle savait que sa fille aînée était une nomade? Une femme qui préférait l'ombre de décès au travail honnête d'une ferme? J'ai regardé le jury. Il hochait la tête. Dans une petite ville, le travail honnête signifie des mains calleuses. Cela ne signifie pas être assis dans un sif à Formide analysant les journaux d'interception. Ma mère comprenait la nature de mon travail mieux que quiconque dans cette pièce, et je dis, ma voix fendant l'air comme un front froid. Elle savait que ma vie exigeait que je sois invisible. Elle a créé cette clause non pas pour me punir mais pour protéger le fonds fiduciaire des personnes qui tenteraient de prétendre que je ne contribuais pas à la société juste parce qu'elles ne pouvaient pas voir les résultats sur un fil d'actualité locale. Robert a poussé un rire bref et aboyeur. Contribuer à la société? Vous étiez une employée, Elena. Vous étiez assise à un bureau et poussiez du papier pendant que votre sœur restait ici et s'occupait réellement de cette famille. Vous n'êtes pas une martyre. Vous êtes un fantôme qui en a marre d'avoir faim. Je l'ai observé. C'est l'homme qui m'a dit quand j'avais 12 ans que j'étais une face, pas un avenir. Il croyait que parce que j'étais une femme, mon seul chemin vers le pouvoir passait par le mariage ou une grande gueule. Il ne pouvait pas concevoir un monde où je détenais plus d'autorité que l'ensemble du conseil de comté. Il ne s'agit pas d'argent, n'est-ce pas, Robert? Et je demandais, laissant tomber complètement le mot papa. La salle devint immobile. Il s'agit de contrôle. Vous ne pouviez pas contrôler où j'allais. Alors vous avez décidé de réécrire où j'étais. Je montre au monde qui vous êtes vraiment. A-t-il crié, son visage prenant cette teinte dangereuse de violet. Je me suis penché d'une fraction. Faites attention quand vous cherchez la vérité dans l'obscurité. Vous n'aimerez peut-être pas ceux qui vous regardent en retour. Gérald Davis n'a pas aimé ma réponse. Il a ajusté sa cravate, en soi une tentative désespérée de reprendre le dessus dans une pièce qui commençait à peser. Il s'est retourné vers le jury, sa voix dégoulinant d'une sympathie répétée pour la victime. Mon père, a dit Davis arpentant devant le box du jury. La défense parle d'ombre et de secret. Mais regardons les faits. Nous avons ici un rapport d'un enquêteur professionnel. Aucun North Atlantic Logistic Group n'existe à l'adresse indiquée sur les déclarations fiscales de la défendresse. C'est une boîte postale dans un magasin UPS. Nous n'avons aucune trace d'Elena Vance versant des cotisations à un régime de santé d'entreprise. Pas de LinkedIn, pas d'empreinte numérique. Il s'est arrêté et m'a pointé du doigt. La vérité est plus simple.
Elena est un fantôme parce qu'elle n'a rien à montrer. Ashley, voudriez-vous s'il vous plaît vous avancer? Ma sœur s'est levée. Elle a marché vers la barre avec une fragilité feinte. Ses yeux étaient cernés de rouge. Elle a regardé le jury comme si elle partageait un secret de famille douloureux. Elena avait toujours le don de nous faire nous sentir petits, a chuchoté Ashley. Elle disparaissait pendant des mois puis revenait en parlant de grands contrats et de personnes importantes. Mais chaque fois que maman avait besoin d'aide pour l'hypothèque ou les factures médicales, c'était toujours moi. Elena disait juste qu'elle était entre deux cycles. Puis après le décès de maman, j'ai trouvé les relevés bancaires. Des milliers de dollars retirés du compte personnel de maman. Des signatures qui ne ressemblaient pas du tout à celles de maman. Cela m'a brisé le cœur de réaliser que ma grande sœur utilisait la démence de notre mère pour financer sa vie importante à décès. J'ai ressenti un froid fantôme. Faux et usage de faux. Ils allaient vraiment pour le faux et usage de faux. Ashley était une institutrice de 3e année qui passait ses week-ends à des dégustations de vin. Pourtant elle jouait ici le rôle du martyr. Elle n'a pas mentionné que les milliers de dollars étaient en fait des remboursements pour les infirmières privées que j'avais engagées, des infirmières que Robert avait refusé de payer parce qu'il ne croyait pas aux étrangers dans la maison. Robert était assis derrière son avocat hochant la tête solennellement. Il ressemblait à un homme qui avait déjà gagné. Il avait passé des décennies à construire une cathédrale de mensonges dans cette ville et il y mettait enfin le toit. Votre honneur, a dit Davis, sa voix atteignant un crescendo théâtral. Nous demandons d'introduire la pièce 12, une recherche d'antécédents exhaustive et une déclaration sous serment d'un expert en documents légaux suggérant que les signatures sur ces retraits fiduciaires sont frauduleuses. Il est clair qu'Elena Vance a non seulement échoué à la clause d'emploi mais a activement fraudé la succession pour maintenir un style de vie qu'elle n'avait jamais mérité. Le jury m'a regardé avec des yeux froids et durs. Pour eux j'étais la citadine qui a oublié ses racines et volé les morts. L'indignation dans la pièce était un poids physique mais je n'ai pas tendu la main vers mon avocat. Je n'ai pas regardé Robert. Au lieu de cela j'ai regardé la porte au fond de la salle d'audience. C'est tout, et je demandai doucement. C'est tout, a aboyé Robert depuis son siège. Vous avez été prise Elena. Vous êtes une voleuse et une menteuse. Monsieur Vance, asseyez-vous, a averti le juge Miller bien que son ton fût inhabituellement distrait. Il regardait de nouveau l'épingle phénix sur mon revers. Je me suis tourné vers mon avocat Marcus Thorne. Marcus n'était pas un homme du coin. Il ne portait pas d'eau de Cologne bon marché et ne gardait pas son bon blazer pour les funérailles. C'était un homme qui portait un costume comme une armure et il avait passé 20 ans dans le corps du JAG avant d'entrer en cabinet privé pour des clients spécialisés comme moi. Marcus s'est levé. Il n'a pas arpenté. Il n'a pas fait de spectacle pour le jury. Il a juste ouvert sa mallette. Votre honneur, a dit Marcus, sa voix une basse calme et rythmée qui réduisait la pièce au silence. L'enquête du plaignant était minutieuse selon les normes civiles mais elle cherchait une personne qui pour des raisons de sécurité nationale n'est pas autorisée à exister dans les bases de données publiques. Puisque le plaignant a soulevé la question de la fraude criminelle, ma cliente a obtenu une dispense limitée en vertu du titre 10 article 144. Il a sorti une seule lourde enveloppe noire. Elle était scellée à la cire frappée de l'aigle doré du bureau du directeur du renseignement national. Nous aimerions introduire une déclaration vérifiée de service et de statut d'emploi préautorisé pour examen judiciaire. Le sourire narquois sur le visage de Robert n'a pas disparu immédiatement. Il a vacillé comme une ampoule mourante. Gerald Davis a froncé les sourcils s'avançant pour regarder l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est, a demandé Davis, sa confiance se fissurant enfin. Odney ? Cela n'a rien à voir avec un litige fiduciaire. Cela a tout à voir avec cela, a répondu Marcus. Marcus Thorne s'est avancé vers le banc avec l'enveloppe noire et l'énergie dans la pièce s'est corrompue. J'ai observé le juge Miller. Il n'était pas seulement un juge aujourd'hui. C'était un homme fixant un fantôme de son propre passé. Conseiller, la voix de Miller était un râle grave. Vous affirmez que ce document contient des informations classifiées au plus haut niveau de sécurité nationale. Oui, votre honneur, a dit Marcus, sa voix aussi stable qu'un battement de cœur. De plus, le bureau du conseiller général de la CIA a autorisé une divulgation limitée à ce tribunal. Il confirme l'emploi actif continu de la défenderesse au cours des 15 dernières années. Il clarifie également la nature du North Atlantic Logistic Group. Robert s'est levé, sa chaise grinçant sur le sol. C'est un coup monté. C'est une employée.
J'ai vu son appartement. J'ai vu sa vie. Ce n'est personne. Asseyez-vous, monsieur Vance, a aboyé Miller sans même le regarder. Ses yeux étaient fixés sur moi, spécifiquement sur l'épingle phénix argentée sur mon revers. Je me suis souvenu de cette épingle. Ce n'était pas un bijou. C'était un insigne de reconnaissance de service donné à ceux qui opéraient dans les zones grises. Miller le savait parce qu'il avait été colonel dans le corps des marines. Il avait vu cette épingle dans des salles de briefing à Bagdad et des CIF en Virginie. Il savait que la femme assise dans le box des témoins n'était pas une nomade. Le juge a pris l'enveloppe. Il a utilisé un coupe-papier en argent, son mouvement lent et délibéré. La salle d'audience était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement des vieilles lumières fluorescentes. Robert respirait lourdement, son visage d'un violet marbré. Ashley se mordillait la lèvre, ses yeux allants et venant entre le juge et moi. Miller a retiré le document. Il l'a lu une fois puis il l'a lu à nouveau. J'ai compté les secondes, 1, 2, 3. Il a retiré ses lunettes et les a posées sur le banc. Quand il a levé les yeux, son visage n'était plus celui d'un juge de comté fatigué. C'était le visage d'un officier. Monsieur Davis, a dit Miller, sa voix résonnant d'un nouveau poids terrifiant. Vous avez construit une affaire sur la prémisse qu'Helena Vance est un fantôme. Vous l'avez accusé de fraude, de vol et de paresse. Il a marqué une pause, son regard se déplaçant vers mon père. J'ai devant moi une déclaration vérifiée de service du directeur du renseignement national. Elle confirme qu'Helena Vance détient le grade de senior intelligence service niveau 4. Au cours de la dernière décennie et demie, elle a servi en tant que directrice des opérations pour la Central Intelligence Agency. La pièce n'est pas seulement devenue silencieuse, elle est devenue froide. La mâchoire de Robert est littéralement tombée. Ashley a poussé un petit son étranglé. Le groupe de logistique que vous avez raillé, a continué Miller, ses yeux brillants d'un feu froid. C'est une désignation de couverture de niveau 1 établie par le ministère de la Défense. Les espaces vides dans ces dossiers ne sont pas la preuve de son échec. Ils sont la preuve de son excellence. Elle ne se cachait pas à DC. Monsieur Vance. Elle protégeait le monde même dans lequel vous vivez. Miller m'a regardé. Et pour la première fois en 21 ans je me suis senti vu. Vraiment vu. Huissier, a dit Miller. Sécurisez les portes. Personne ne quitte cette pièce. Nous passons à une procédure à huis clos. Et monsieur Davis, je vous suggère de commencer à penser à un retrait très rapide de cette plainte. Robert a essayé de parler mais sa voix s'est brisée. Elle n'était qu'une analyste. Elle nous a dit qu'elle était une analyste. Je me suis penché en avant. Ma voix était un murmure qui ressemblait à une lame. Je vous ai dit ce que vous étiez autorisé à savoir, Robert. Vous ne posiez pas de questions parce que vous vouliez me connaître. Vous acceptiez des réponses parce qu'elles correspondaient à l'histoire que vous vouliez raconter. Le silence dans la pièce n'était plus lourd, engourdissant. Plutôt, Robert Vance ressemblait à un homme qui avait été sculpté dans la pierre puis laissé à l'érosion. Ces mains épaisses et calleuses qui m'avaient autrefois pointé avec une certitude si venimeuse tremblaient maintenant. Gerald Davis n'a même pas essayé de s'opposer. Il fixait le sol, sa réputation professionnelle se dissolvant dans le bois dur poli. Il savait que retirer la plainte n'était plus un choix. C'était une miséricorde qu'il devait implorer. Le juge Miller s'est penché en avant, ses mains jointes sur le banc. Je rejette cette plainte définitivement, a-t-il déclaré, chaque mot tombant comme un coup de marteau. De plus, le tribunal prononce des sanctions contre le plaignant d'un montant de $45 200 pour les frais juridiques et le fardeau administratif imposé au ministère de la Défense. Et monsieur Vance, j'accorde à la défenderesse $50 000 de dommages et intérêts pour diffamation de caractère à payer immédiatement sur votre part personnelle de la succession familiale. La bouche de Robert a bougé mais aucun son n'est sorti. Il a regardé Ashley. Elle s'était détournée de lui, son visage enfoui dans ses mains. L'alliance de circonstances s'était brisée au moment où les enjeux devinrent réels. Helena a finalement réussi à éructer Robert. Nous ne savions pas. Comment étions-nous censés savoir? Je me suis levé. Je n'ai pas ressenti la montée d'adrénaline que je ressentais habituellement après une opération réussie. Je me sentais juste pur. Vous n'étiez pas censé connaître les détails, Robert. Mais vous étiez censé me connaître. Vous étiez censé savoir que la fille qui travaillait 10 heures par jour dans les champs enfants ne s'est pas transformée en sangsue juste parce qu'elle a déménagé dans une autre ville. J'ai marché vers la galerie.
En passant devant mon père, je ne me suis pas arrêté. Je n'ai même pas ralenti. J'avançais au même rythme depuis 15 ans, en avant déterminé et entièrement hors de sa portée. L'argent pour les infirmières, et je dis m'arrêtant juste assez longtemps pour qu'il entende. Les 136 000 $ qui ont sauvé cette ferme il y a 4 ans. C'était moi aussi. Je ne l'ai pas fait parce que j'aimais l'héritage. Je l'ai fait parce que ma mère vous aimait. Mais cette dette est officiellement réglée. J'ai poussé les lourdes portes en chêne et suis sorti dans le couloir de marbre du palais de justice du comté de Fairfax. L'air était différent ici. Frais, filtré et au goût de la liberté que j'avais gagné 1000 fois. Marcus Thorne m'a rejointe à l'ascenseur. Il n'a pas dit félicitations. Nous n'utilisons pas ce mot dans notre métier. Il m'a juste tendu ma mallette. Le directeur veut un débriefing à 08 cents demain, a dit Marcus. Il a été impressionné par votre retenue judiciaire. Je faisais juste le bilan Marcus, et je répondis alors que la porte de l'ascenseur s'ouvrait. Je suis sorti sur le parking et j'ai trouvé ma voiture. Je me suis assise sur le siège conducteur un instant regardant l'épingle phénix argentée dans le rétroviseur. Je l'ai décroché et l'ai placé dans sa boîte doublée de velours. Pendant 15 ans je m'étais rétréci pour correspondre à leur récit. J'avais accepté leurs insultes comme le prix de mon service. Mais en quittant le parking et en me dirigeant vers le lever du soleil au-dessus de l'Anglais, j'ai réalisé que je n'étais plus un fantôme dans ma propre histoire. J'étais l'auteur et le prochain chapitre allait être écrit dans une langue qu'il ne comprendrait jamais. Ne laissez jamais les récits des autres définir votre valeur. Si vous avez apprécié cette fin, veuillez aimer, vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer les prochains rebondissements épiques.